Pour la 5e fois depuis 2008, la Russie a proposé de négocier avec les États-Unis sur les arrangements de sécurité, cette fois dans des propositions faites par le président Vladimir Poutine le 14 juin 2024. 4 fois auparavant, les États-Unis ont rejeté l'offre de négociation au profit d'une stratégie néoconservatrice visant à affaiblir ou démanteler la Russie par la guerre et les opérations secrètes. Les tactiques néoconservatrices des États-Unis ont échoué de manière désastreuse, dévastant l'Ukraine dans le processus et mettant en danger le monde entier. Après tout ce bellicisme, il est temps pour Biden d'ouvrir des négociations de paix avec la Russie. Depuis la fin de la guerre froide, la grande stratégie des États-Unis a été d'affaiblir la Russie. Dès 1992, le secrétaire à la défense de l'époque, Richard Cheney, a exprimé l'opinion qu'après la disparition de l'Union soviétique en 1991, la Russie devait également être démantelée. Zbigniew Brzezinski a exprimé en 1987 que la Russie devrait être divisée en 3 entités confédérées de manière lâche en Europe russe, en Sibérie et en Extrême-Orient. En 1999, l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis a bombardé l'allié de la Russie, la Serbie, pendant 78 jours afin de briser la Serbie et d'installer une base militaire massive de l'OTAN dans le Kosovo sécessionniste. Les dirigeants du complexe militaro-industriel américain ont vigoureusement soutenu la guerre tchétchène contre la Russie au début des années 2000. Pour sécuriser ces avancées américaines contre la Russie, Washington a poussé agressivement à l'élargissement de l'OTAN, malgré les promesses faites à Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine que l'OTAN ne se déplacerait pas d'1 pouce vers l'Est depuis l'Allemagne. Le plus tendancieusement, les États-Unis ont poussé à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, avec l'idée d'entourer la flotte navale russe à Sébastopol, en Crimée, avec des États membres de l'OTAN, l'Ukraine, la Roumanie, membre de l'OTAN en 2004, la Bulgarie, membre de l'OTAN en 2004, la Turquie, membre de l'OTAN en 1952, et la Géorgie, une idée tout droit sortie du manuel de l'Empire britannique pendant la guerre de Crimée, 1853-1856. Brzezinski a exposé une chronologie de l'élargissement de l'OTAN en 1987, y compris l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN entre 2005 et 2010. Les États-Unis ont en fait proposé l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008. En 2020, l'OTAN s'était en fait élargie de 14 pays en Europe centrale, en Europe de l'Est et dans l'ex-Union soviétique, République tchèque, Hongrie et Pologne en 1989, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie en 2004, Albanie et Croatie en 2009, Monténégro en 2017 et Macédoine du Nord en 2020, tout en promettant une future adhésion à l'Ukraine et à la Géorgie. En bref, le projet américain de 30 ans, conçu à l'origine par Cheney et les néoconservateurs, et poursuivi de manière cohérente depuis lors, a été d'affaiblir ou même de démanteler la Russie, d'entourer la Russie de forces de l'OTAN et de dépeindre la Russie comme la puissance belliqueuse. C'est dans ce contexte sombre que les dirigeants russes ont proposé à plusieurs reprises de négocier des arrangements de sécurité avec l'Europe et les États-Unis qui garantiraient la sécurité de tous les pays concernés, et pas seulement du bloc de l'OTAN. Guidés par le plan de jeu néoconservateur, les États-Unis ont refusé de négocier à chaque occasion, tout en essayant de rejeter la faute sur la Russie pour l'absence de négociation. En juin 2008, alors que les États-Unis se préparaient à étendre l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, le président russe Dmitri Medvedev a proposé un traité de sécurité européenne, appelant à une sécurité collective et à la fin de l'unilatéralisme de l'OTAN. Il va sans dire que les États-Unis n'ont montré aucun intérêt pour les propositions de la Russie et ont plutôt poursuivi leur plan de longue date pour l'élargissement de l'OTAN. La deuxième proposition russe de négociation est venue de Poutine après le renversement violent du président ukrainien Viktor Yanukovych en février 2014, avec la complicité active sinon la direction directe du gouvernement américain.
J'ai eu l'occasion de voir de près la complicité des États-Unis, car le gouvernement post-coup d'État m'a invité pour des discussions économiques urgentes. À mon arrivée à Kiev, j'ai été emmené au Maïdan, où on m'a directement parlé du financement américain de la protestation du Maïdan. Les preuves de la complicité des États-Unis dans le coup d'État sont accablantes. La secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland a été surprise en janvier 2014 en train de comploter le changement de gouvernement en Ukraine lors d'une conversation téléphonique. Pendant ce temps, des sénateurs américains se sont rendus personnellement à Kiev pour attiser les manifestations, semblables à des dirigeants politiques chinois ou russes venant à Washington le 6 janvier 2021 pour exciter les foules. Le 21 février 2014, les Européens, les États-Unis et la Russie ont négocié un accord avec Yanukovych dans lequel Yanukovych acceptait des élections anticipées. Pourtant, les dirigeants du coup d'État ont renié l'accord le même jour, ont pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux, ont menacé de plus de violence et ont déposé Yanukovych le lendemain. Les États-Unis ont soutenu le coup d'État et ont immédiatement reconnu le nouveau gouvernement. À mon avis, il s'agissait d'une opération standard de changement de régime menée secrètement par la CIA, dont il y en a eu plusieurs dizaines à travers le monde, y compris 64 épisodes entre 1947 et 1989, méticuleusement documentés par le professeur Lindsay O'Rourke. Les opérations de changement de régime clandestines ne sont bien sûr pas vraiment cachées, mais le gouvernement américain nie vigoureusement son rôle, garde tous les documents hautement confidentiels et manipule systématiquement le monde. Ne croyez pas à ce que vous voyez clairement de vos propres yeux. Les États-Unis n'ont rien à voir avec cela. Les détails des opérations finissent cependant par émerger grâce aux témoins oculaires, aux lanceurs d'alerte, à la divulgation forcée de documents en vertu de la loi sur la liberté de l'information, à la déclassification de documents après des années ou des décennies et aux mémoires, mais tout cela bien trop tard pour une véritable responsabilité. En tout cas, le coup d'État violent a incité la région du Donbass, à majorité ethnique russe, dans l'est de l'Ukraine, à se séparer des dirigeants du coup d'État, dont beaucoup étaient des nationalistes russophobes extrêmes, et certains faisaient partie de groupes violents ayant des liens historiques avec la SS nazie. Presque immédiatement, les dirigeants du coup d'État ont pris des mesures pour réprimer l'utilisation de la langue russe, même dans le Donbass russophone. Dans les mois et les années qui ont suivi, le gouvernement de Kiev a lancé une campagne militaire pour reprendre les régions séparatistes, déployant des unités paramilitaires néo-nazis et des armes américaines. Au cours de l'année 2014, Poutine a appelé à plusieurs reprises à une paix négociée, ce qui a conduit à l'accord de Minsk II en février 2015, basé sur l'autonomie du Donbass et la fin de la violence des deux côtés. La Russie n'a pas revendiqué le Donbass comme territoire russe, mais a plutôt demandé l'autonomie et la protection des Russes ethniques en Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'accord de Minsk II, mais les néoconservateurs américains l'ont secrètement saboté. Des années plus tard, la chancelière Angela Merkel a laissé échapper la vérité. Le camp occidental a traité l'accord non pas comme un traité solennel, mais comme une tactique de retardement pour donner du temps à l'Ukraine pour renforcer sa puissance militaire. Entre-temps, environ 14 000 personnes sont mortes dans les combats au Donbass entre 2014 et 2021. À la suite de l'effondrement définitif de l'accord de Minsk II, Poutine a de nouveau proposé des négociations avec les États-Unis en décembre 2021. À ce stade, les problèmes allaient même au-delà de l'élargissement de l'OTAN pour inclure des questions fondamentales d'armement nucléaire. Pas à pas, les néoconservateurs américains avaient abandonné le contrôle des armements nucléaires avec la Russie, les États-Unis abandonnant unilatéralement le traité sur les missiles antibalistiques, ABM, en 2002, plaçant des missiles Aegis en Pologne et en Roumanie à partir de 2010 et se retirant du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire en 2019. Compte tenu de ces préoccupations graves,
Poutine a mis sur la table, le 15 décembre 2021, un projet de traité entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité. La question la plus immédiate sur la table, article 4 du projet de traité, était la fin de la tentative des États-Unis d'étendre l'OTAN à l'Ukraine. J'ai appelé le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, à la fin de 2021 pour essayer de convaincre la Maison-Blanche de Biden d'entrer dans les négociations. Mon principal conseil était d'éviter une guerre en Ukraine en acceptant la neutralité de l'Ukraine plutôt que son adhésion à l'OTAN, ce qui était une ligne rouge pour la Russie. La Maison-Blanche a catégoriquement rejeté le conseil, affirmant de manière remarquable et obtuse que l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine ne concernait en rien la Russie. Pourtant, que diraient les États-Unis si un pays de l'hémisphère occidental décidait d'accueillir des bases chinoises ou russes? La Maison-Blanche, le département d'État ou le Congrès dirait-il « C'est très bien, c'est une affaire qui ne concerne que la Russie ou la Chine et le pays hôte. » Non. Le monde a failli connaître l'Armageddon nucléaire en 1962 lorsque l'Union soviétique a placé des missiles nucléaires à Cuba et que les États-Unis ont imposé une quarantaine navale et menacé de guerre à moins que les Russes ne retirent les missiles. L'alliance militaire des États-Unis n'a pas sa place en Ukraine, pas plus que l'armée russe ou chinoise n'a sa place près de la frontière américaine. La quatrième offre de Poutine de négocier est venue en mars 2022, lorsque la Russie et l'Ukraine ont presque conclu un accord de paix quelques semaines après le début de l'opération militaire spéciale de la Russie qui a commencé le 24 février 2022. La Russie, une fois de plus, recherchait une grande chose, la neutralité de l'Ukraine. C'est-à-dire pas d'adhésion à l'OTAN et pas d'accueil de missiles américains à la frontière de la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement accepté la neutralité de l'Ukraine et l'Ukraine et la Russie ont échangé des documents avec la médiation habile du ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Puis soudainement, à la fin du mois de mars, l'Ukraine a abandonné les négociations. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, suivant la tradition britannique de bellicisme anti-russe remontant à la guerre de Crimée 1853-6, s'est en fait envolé pour Kiev afin de mettre en garde Zelensky contre la neutralité et l'importance pour l'Ukraine de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Depuis cette date, l'Ukraine a perdu environ 500 000 morts et est en difficulté sur le champ de bataille. Nous avons maintenant la 5e offre de négociation de la Russie, expliquée clairement et de manière convaincante par Poutine lui-même dans son discours aux diplomates au ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin. Poutine a exposé les conditions proposées par la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Ukraine devrait adopter un statut neutre et non aligné, être exempte d'armes nucléaires et subir une démilitarisation et une dénazification, a déclaré Poutine. Ces paramètres ont été largement convenus lors des négociations d'Istanbul en 2022, y compris des détails spécifiques sur la démilitarisation tels que les nombres convenus de chars et d'autres équipements militaires. Nous avons atteint un consensus sur tous les points. Certainement, les droits, libertés et intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement protégés, a-t-il poursuivi. Les nouvelles réalités territoriales, y compris le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporojie en tant que partie de la Fédération de Russie, doivent être reconnus. Ces principes fondamentaux doivent être formalisés par des accords internationaux fondamentaux à l'avenir. Naturellement, cela implique également la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Permettez-moi de dire quelques mots sur la négociation. Les propositions de la Russie devraient maintenant être confrontées à la table des négociations par des propositions des États-Unis et de l'Ukraine. La Maison-Blanche a totalement tort d'éviter les négociations simplement à cause de désaccords avec les propositions de la Russie. Elle devrait présenter ses propres propositions
et se mettre sérieusement à négocier la fin de la guerre. Il y a 3 enjeux fondamentaux pour la Russie: la neutralité de l'Ukraine, non-élargissement de l'OTAN, la Crimée restant entre les mains de la Russie, et les changements de frontières dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Les 2 premiers sont presque sûrement non négociables. La fin de l'élargissement de l'OTAN est le casus belli fondamental. La Crimée est également essentielle pour la Russie, car elle abrite la flotte russe de la mer Noire depuis 1783 et est fondamentale pour la sécurité nationale de la Russie. Le 3e enjeu central, les frontières de l'Est et du Sud de l'Ukraine, sera un point clé des négociations. Les États-Unis ne peuvent pas prétendre que les frontières sont sacrées après que l'OTAN a bombardé la Serbie en 1999 pour céder le Kosovo et après que les États-Unis ont fait pression sur le Soudan pour céder le Soudan du Sud. Oui, les frontières de l'Ukraine seront redessinées à la suite des 10 années de guerre. De la situation sur le champ de bataille, des choix des populations locales et des compromis faits à la table des négociations. Biden doit accepter que les négociations ne sont pas un signe de faiblesse. Comme l'a dit Kennedy, ne négociez jamais par peur, mais n'ayez jamais peur de négocier. Ronald Reagan a décrit sa propre stratégie de négociation en utilisant un proverbe russe: « Faites confiance, mais vérifiez ». L'approche néoconservatrice envers la Russie, délirante et hubristique dès le départ, est en ruine. L'OTAN ne s'élargira jamais à l'Ukraine et à la Géorgie. La Russie ne sera pas renversée par une opération secrète de la CIA. L'Ukraine est horriblement ensanglantée sur le champ de bataille, perdant souvent 1000 morts et blessés ou plus en une seule journée. Le plan de jeu néoconservateur échoué nous rapproche de l'Armageddon nucléaire. Pourtant, Biden refuse toujours de négocier. Suite au discours de Poutine, les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine ont fermement rejeté les négociations une fois de plus. Biden et son équipe n'ont toujours pas renoncé au fantasme néoconservateur de vaincre la Russie et d'étendre l'OTAN à l'Ukraine. Le peuple ukrainien a été trompé à maintes reprises par Zelensky, Biden et d'autres dirigeants des pays de l'OTAN qui leur ont faussement et à plusieurs reprises dit que l'Ukraine l'emporterait sur le champ de bataille et qu'il n'y avait aucune option de négociation. L'Ukraine est maintenant sous loi martiale. Le public n'a aucun mot à dire sur son propre massacre. Pour la survie même de l'Ukraine et pour éviter une guerre nucléaire, le président des États-Unis a une responsabilité primordiale aujourd'hui: négocier.